comme l'indique le titre de ma présentation, je vais vous parler aujourd'hui de la question de l'identité, mais en droit. Et donc, ça demande surtout de parler du droit à l'égalité, parce que en droit, c'est beaucoup sous l'angle de la protection contre la discrimination qu'on va traiter des questions identitaires. Donc, la protection contre la discrimination sur la base du sexe, de l'origine ethnique, des convictions religieuses, etc. Et je vais me concentrer surtout sur un motif interdit de discrimination qui est l'interdit de discrimination sur la base des convictions politiques, qui est présent à l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La raison pour laquelle je m'intéresse à ce motif-là en particulier, c'est que même si la Charte a été adoptée en 1976, en fait adoptée en 1975, mise en vigueur depuis 1976, la protection de l'égalité politique a été appliquée par les tribunaux en une seule occasion. Et ils n'ont pas défini vraiment qu'est-ce que couvrait cette protection-là. Donc, on n'a pas vraiment d'idée de l'étendue de la protection de l'égalité politique. Ce qui va avoir amené plusieurs commentateurs du droit à parler d'une réticence des tribunaux à assurer l'égalité politique entre les individus. Et ma présentation aujourd'hui, elle s'amorce sur le pari qu'en regardant les fondements du droit libéral, on va pouvoir réussir à définir le droit à l'égalité politique. Et dans ce sens-là, ma présentation va être divisée en deux grandes sections. Une première sur les fondements du droit à l'égalité dans l'État libéral moderne. Et ça va nous permettre de voir une première conception de l'identité au niveau du droit et du droit moderne. Ensuite de ça, on va voir dans une deuxième section de ma présentation que le droit à l'égalité a évolué, principalement au 20e siècle, de telle façon qu'il y a eu une conceptualisation renouvelée de l'identité en droit. Et je vais m'en inspirer ensuite pour voir quelle pourrait être, de nos jours, l'interprétation à donner à l'égalité politique. Et de façon transversale, dans le fond, la question que je vais me poser, c'est quelle protection le droit libéral peut accorder à diverses identités politiques, particulièrement si ces identités politiques s'opposent à la forme de l'État libéral. Ou, dit autrement, je vais me demander quelle est l'étendue, quelles sont les limites de l'égalité politique en droit libéral. Alors, la première section, comme je vous annonçais, je vais regarder quels sont les fondements du droit à l'égalité au sein de l'État libéral moderne. Donc, on est bien avant l'adoption des chartes des droits et libertés qui existent aujourd'hui. Parce qu'on peut trouver la source du droit à l'égalité vraiment dans les fondements de l'État moderne, parce que l'État moderne, finalement, c'est la promesse de l'égalité des individus devant la loi et devant l'État. Donc, on s'oppose, au moment de la formation de l'État moderne, à une société où le statut juridique des individus, donc les droits et les obligations des individus, dépendent de leur statut social, c'est-à-dire de leur position dans la hiérarchie sociale. On pense à toute la période du Moyen Âge, par exemple, où les droits et libertés, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui les droits et libertés, dépendent du statut de roi, du statut de seigneur, du statut de serf. Alors, avec la modernité, on passe plutôt à une assurance d'égalité devant la loi et devant l'État qui est garantie par un statut juridique unique, équivalent, le même finalement pour tous les citoyens. Alors, justement, au niveau politique, il y a le statut de citoyen, c'est-à-dire le statut de titulaire de l'identité nationale, qui a son pendant au niveau juridique, qui est celui de citoyen, qui a le statut de titulaire de la personnalité juridique. Alors, la personne juridique, c'est une abstraction. La personne juridique n'a pas de sexe, n'a pas de conviction religieuse, n'est ni riche ni pauvre. La personne juridique, c'est la façon dont le droit voit les individus, c'est-à-dire des individus qui sont tout à fait désincarnés, qui sont des personnes tout à fait abstraites, auxquelles des entités finalement dont on cache les caractéristiques personnelles. Alors on dit souvent en droit libéral
que le droit, l'État doit être aveugle aux caractéristiques personnelles des individus. Alors, on voit qu'en droit libéral moderne, c'est l'identité nationale qui est la seule forme d'identité qui est pertinente pour le droit, la seule forme d'identité que le droit reconnaît, la seule qui l'intéresse. Le droit se demande si un individu est ou non citoyen d'un État. Donc, on est dans une conception de l'identité à l'époque moderne qui est assez proche de la première entrée, la première définition qu'on va trouver dans un dictionnaire généraliste sous le terme identité. Alors, je cite ici le Larousse. Rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. Alors, c'est l'identité comme caractère identique. Et c'est comme ça que le droit conçoit les citoyens. Tous les individus sont tout à fait identiques. Et l'identité nationale est supposée cacher l'ensemble des caractéristiques personnelles des individus. Évidemment, là, il y a plein de critiques qui peuvent être faites sur le fait que l'identité nationale, bien souvent, dans la société, dans la tête des gens, elle est plutôt calquée sur les modèles majoritaires. Au Québec, l'identité nationale est plus facilement attribuée à des personnes d'ascendance caucasienne plutôt qu'issues de l'immigration. Mais ce n'est pas vraiment l'angle que je voudrais aborder ici, étant donné que je m'intéresse plutôt à ce qui est l'égalité politique. Et l'identité nationale, cette assurance que tous les citoyens sont égaux devant la loi, permet une certaine forme d'égalité politique. C'est-à-dire que la personnalité juridique va s'allier, va être conjuguée avec d'autres droits qui sont inhérents au libéralisme politique. Par exemple, la personnalité juridique va s'allier avec les droits politiques. Le droit de vote, le droit de se présenter à des élections, le droit de s'organiser en parti politique ou en groupe de pression politique. Et ça va venir protéger la participation à l'organisation politique. Alors, on voit ici une certaine égalité politique. Tous les individus, tous les citoyens sont supposés avoir un accès aux structures représentatives de l'État. Et donc, c'est impossible pour l'État de prohiber, de rendre illégales certaines opinions politiques ou certains partis politiques et de leur refuser l'accès aux structures représentatives de l'État. Autre élément d'égalité politique tel qu'elle est pensée dans le libéralisme, c'est qu'on allie la personnalité juridique, on la conjugue avec la liberté d'expression dont bénéficie notamment sur les questions politiques. Et ça assure la participation de tous au débat public, encore une fois, dans la pensée libérale. Alors, c'est un interdit posé à l'État de rendre illégal ou de sanctionner ou de nuire à l'expression politique des individus ou à certaines expressions politiques en particulier. Ça enlève le droit à l'État de traiter les individus différemment, dépendamment de leurs convictions politiques. Donc, on se retrouve dans cette idée que l'État est supposé être, encore une fois, aveugle à certaines caractéristiques personnelles des individus dans sa relation avec les individus. Et c'est préexistant aux chartes des droits et libertés. Par exemple, la Cour suprême a invalidé une loi qui a été surnommée la loi du cadenas, qui avait été adoptée par le premier ministre Maurice Duplessis. C'est une loi qui visait à empêcher la propagande communiste. Et donc, chaque maison, chaque lieu qui était soupçonné d'être utilisé pouvoir faire de la propagande communiste était tout simplement fermé, d'où le surnom de la loi cadenas. Et la Cour suprême a invalidé cette loi provinciale sur une question de compétence constitutionnelle, mais aussi en mentionnant qu'il y avait un danger là pour la démocratie, pour la pluralité qui est garantie dans un régime libéral.
Alors, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que le droit à l'égalité politique dans le régime libéral, il est pensé comme un droit de critiquer le système, de critiquer le régime en place et de critiquer aussi la forme de l'État. Hein. L'État est organisé sous la forme de l'État libéral. On a le droit de le critiquer comme les communistes avaient le droit de le faire sous Duplessis. Mais, évidemment, il y a une limite à l'égalité politique. L'égalité politique ne donne pas un droit à ce que la forme de l'État soit celle qu'on souhaite. Elle donne plutôt un droit de participation à la communauté politique et non pas de choisir la forme de la communauté politique. Ça, c'est pour ce qui est des fondements du droit moderne à l'égalité, mais il va y avoir plusieurs évolutions du droit à l'égalité pendant le 20e siècle. Premièrement, le droit va reconnaître éventuellement l'existence de diverses identités avec les outils de protection des droits fondamentaux. Alors, on pense ici à la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948 ou à la Charte canadienne des droits et libertés ou encore à la Charte québécoise. Et chacun de ces outils de protection des droits fondamentaux comporte un article qui prévoit le droit à l'égalité et qui prévoit une liste de motifs interdits de discrimination. On n'a pas le droit de discriminer sur la base du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique, des convictions religieuses, etc. Et donc, à ce moment-là, avec l'adoption de ces outils internationaux, ce qui se produit, c'est que le droit reconnaît qu'il y a eu des discriminations historiques malgré l'égalité formelle et l'institution de la personnalité juridique. Alors, on reconnaît qu'il y a quand même eu des discriminations et donc on s'ouvre un peu à voir une réalité sociale qui était cachée aux yeux du droit précédemment. Et donc, les outils de protection des droits fondamentaux sont aussi le moment d'une ouverture à une nouvelle conception de l'identité. Alors là, l'identité en droit ne réfère plus uniquement à l'identité nationale et à l'identité comme étant ce qui est identique, mais on va plutôt parler de l'identité comme relevant de caractéristiques personnelles qui sont définitoires, qui sont fondamentales pour les individus. Pas nécessairement immuables parce que, par exemple, la religion, les gens peuvent en changer. Ce qui est moins le cas, par exemple, avec la couleur de la peau. Mais donc, pas nécessairement une caractéristique immuable, mais une caractéristique personnelle, fondamentale, qui participe à la définition de l'individu. Ça devient la nouvelle façon dont on conçoit l'identité en droit. Et donc, on se rapproche plus d'un deuxième sens courant. Et là, je cite encore une fois le dictionnaire Larousse sous l'entrée « identité ». Un deuxième sens est le caractère fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Et ce qui est intéressant avec ce deuxième sens-là, c'est qu'on s'ouvre à la nature dualiste de l'identité. C'est-à-dire que l'identité a nécessairement un aspect individuel, l'identité d'un individu, mais cette identité-là est aussi en lien avec un aspect collectif, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe. Alors, ça permet au droit de ne plus regarder uniquement des individus singuliers et identiques, mais de s'ouvrir aux réalités sociales, aux groupes qui existent dans la société, de les rendre visibles et aussi de s'intéresser aux phénomènes d'exclusion de certains groupes. Et c'est en soi un changement assez important dans la sphère juridique. En fait, la réflexion sur les réalités sociales va permettre d'arriver à un constat qui est que la personnalité juridique à elle seule n'a pas suffi à empêcher certaines formes de discrimination. L'égalité, telle qu'elle est pensée dans la modernité, c'est-à-dire l'égalité qu'on va qualifier de formelle, elle vise à empêcher des discriminations directes, c'est-à-dire des discriminations qui ont lieu dans la loi elle-même. Par exemple, s'il y avait une loi qui établissait que les personnes avec un handicap visuel n'ont pas le droit d'entrer dans des établissements gouvernementaux avec un chien guide.
Alors là, on vise directement des individus en particulier et sur la base du handicap physique qui est un motif interdit de discrimination. Alors là, il y a l'objet même de la loi, son objectif est de discriminer. L'égalité formelle protège contre ça, une discrimination dans la loi. Mais la réflexion sur le contexte social dans lequel se déroule le droit, qui a été amorcé avec les outils de protection des droits fondamentaux, permet de développer une nouvelle façon de voir l'égalité, qui est celle de l'égalité réelle. Et là, on s'intéresse aux conséquences réelles, matérielles des lois. Et donc, on s'intéresse à leurs effets et on va commencer à parler de discrimination indirecte. Alors, on va pouvoir, pour reprendre un peu le même exemple, on n'a pas le droit d'entrer dans des édifices gouvernementaux avec un animal. Pour la plupart d'entre nous, ça ne cause aucun problème et la loi semble neutre. Mais quand cette loi-là s'applique à une personne avec un handicap visuel, finalement, ce qu'on empêche, c'est que cette personne-là puisse avoir accès en toute autonomie aux lieux gouvernementaux. Alors, c'est au moment de l'application de la loi qu'on voit apparaître la discrimination, même si elle n'est pas présente dans la loi elle-même. Et donc, vous aurez sûrement compris que l'égalité réelle, c'est une nouvelle conception, relativement nouvelle conception de l'égalité, qui est la source des accommodements raisonnables et donc qui est aussi une vision de l'égalité qui est dans notre société encore discutée, encore l'objet de débats et de controverses, peut-être parce qu'elle est récente. Mais il reste que l'égalité, autant formelle que réelle, elle vise dans tous les cas à assurer l'inclusion de tous à la société. Ce que l'égalité réelle va ajouter, c'est une attention aux conditions de réalisation de cet objectif d'inclusion de tous les individus. Alors, c'est une nouvelle méthode d'analyse des lois et des actes du gouvernement. On va regarder, on va examiner la réalité sociale pour voir quel est le rôle de l'État quant à des possibles effets d'exclusion. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on applique cette méthode d'analyse, qui est celle de l'égalité réelle, à l'égalité politique en particulier. Excusez-moi. Donc, en appliquant cette méthode d'interprétation de l'égalité réelle à l'identité politique, je crois qu'on peut réussir à rendre visibles certaines limites qui existent aujourd'hui à l'égalité politique. Donc, comme je vous disais, l'égalité politique est prévue à la Charte québécoise. En droit moderne, l'égalité politique réfère plutôt au fait que tous les individus sont égaux, identiques, parce que détenteurs de l'identité nationale. Pour que le motif conviction politique dans la Charte québécoise ait un sens, c'est impossible qu'elle protège notre identité nationale. Sinon, elle n'a aucune fonction comme mention dans la Charte. Donc, à mon avis, c'est plutôt une protection de l'identité politique qui doit être comprise comme l'appartenance à un projet politique. Alors, le fait d'appartenir à un projet politique, à un parti politique, c'est-à-dire, ou d'appartenir à un groupe de pression politique ou encore à un groupe de réflexion politique, ou d'adhérer à une certaine idéologie, à une certaine idée politique, ou encore de prendre position face à la mise en œuvre ou au contenu d'un certain projet politique. Alors, ça serait ce qui serait couvert par l'identité politique. Et si on regarde un des deux éléments que j'ai identifiés comme étant de l'ordre de la protection du droit à l'égalité politique en droit libéral moderne, c'est-à-dire la protection de la participation en toute égalité au débat public. Si on regarde donc cette participation au débat public selon l'approche de l'égalité réelle, je crois qu'on va pouvoir rendre visibles certaines limites à l'égalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder si certaines actions de l'État ont des effets, qu'ils soient volontaires ou non, s'ils ont des effets sur la réelle possibilité de participation au débat public pour certains groupes politiques. Et le groupe politique auquel je me suis intéressée, c'est l'idéologie anarchiste.
parce que je crois que c'est l'idéologie qui met le plus fortement à l'épreuve le droit libéral dans sa capacité d'inclusion. Parce que, comme vous savez sûrement, c'est une idéologie qui s'oppose à la forme même de l'État libéral, c'est-à-dire à l'organisation d'une société sur la base d'un État, et spécifiquement de l'État libéral. Donc, chez les anarchistes, il va y avoir un certain rejet de la participation aux structures de l'État, même ne serait-ce qu'au fait d'aller voter aux élections représentatives. Donc, mais ce n'est pas un rejet de toute forme d'activité politique. Hein. C'est des gens qui vont beaucoup écrire, qui vont propager leurs idées politiques, qui vont avoir recours, entre autres choses, à la manifestation politique pour exprimer leurs idées. Et dans leur cas, je crois que le choix de la manifestation, parmi l'ensemble des moyens d'action politique qui leur est possible, ça relève d'un choix politique qui est à relier à leur identité politique, qui exprime une identité politique, c'est-à-dire qu'ils choisissent un moyen d'expression politique qui leur permet d'éviter la participation à l'État, donc qui leur permet d'éviter de se retrouver en confrontation avec leurs principes politiques, tout en pouvant s'exprimer politiquement. Pour le droit libéral, le recours à la manifestation, c'est tout à fait considéré dans l'optique de la participation au débat démocratique, au débat public. Et donc, c'est protégé sous l'angle de la liberté d'expression, mais aussi de l'égalité politique. Mais la question que je voudrais maintenant me poser, c'est est-ce qu'on peut dire que les anarchistes québécois aujourd'hui peuvent vraiment jouir de cette liberté d'expression politique en toute égalité? Et l'exemple que j'aimerais vous soumettre, c'est le règlement P6 de la Ville de Montréal, qui est le règlement qui encadre les manifestations dans l'espace public. Et en 2012, un nouvel article lui a été ajouté, l'article 2.1, qui exige en fait la divulgation de l'itinéraire de la manifestation, préalablement à la manifestation, auprès des services de police. Et la façon dont c'est appliqué à l'heure actuelle comme réglementation par le SPVM, c'est la divulgation préalable de l'itinéraire est considérée comme une condition de la légalité de la manifestation. Donc, si l'itinéraire n'est pas divulgué par avance, la manifestation, même si elle est pacifique, va être considérée illégale et il va avoir possiblement la procédure d'arrestation de masse qui va être mise en œuvre par le service de police. Donc, parfois, même avant que la manifestation ait pu commencer, donc là, il y a une négation totale de la possibilité de s'exprimer sur une question politique. La procédure d'arrestation de masse implique aussi la détention et le transfert des individus arrêtés vers un poste de police pour procéder à leur identification, ce qui fait en sorte qu'il y a une détention pendant quand même de 3 à 6 heures, donc une privation de la liberté pendant autant d'heures. Et les individus se voient remettre chacun un constat d'infraction qui est une amende qui vaut 630 quelques dollars. Donc, un montant quand même relativement important. Alors, est-ce qu'on est en présence ici d'une atteinte à la liberté d'expression en toute égalité politique? Si on prenait la question sous l'angle de l'égalité formelle, ce qu'on se dirait, c'est qu'un règlement n'est pas supposé cibler, avoir pour objectif de cibler un groupe en particulier. Et visiblement, le règlement P6 ne vise pas un groupe en particulier. Il exige la divulgation de l'itinéraire avant toute manifestation. Donc, sous l'angle de l'égalité formelle, on pourrait être porté à considérer que la divulgation préalable de l'itinéraire, c'est un encadrement minimal du droit de manifester, donc un encadrement minimal de la liberté d'expression qui constitue une limite raisonnable à la liberté d'expression parce qu'elle n'empêche pas la liberté d'expression, elle ne fait que enrigir certaines modalités.
Mais cependant, si on regarde le même règlement, le même article du règlement sous l'angle de l'égalité réelle, ça nous permet de voir une certaine négation du droit de manifester pour certains contestataires politiques. C'est-à-dire que les anarchistes se retrouvent dans la situation où ils doivent choisir entre, d'une part, leurs convictions politiques qui s'opposent à la collaboration avec l'État et donc à la divulgation de l'itinéraire auprès des policiers, versus, d'autre part, l'exercice de leur liberté d'expression politique en choisissant le moyen d'expression politique qui est conforme avec leurs convictions politiques. Donc, s'ils veulent rester fidèles à leurs principes et pouvoir s'exprimer politiquement, ils s'exposent en fait à de fortes amendes et à la privation de leur liberté. Alors, l'analyse sous l'angle de l'égalité réelle, ça permet de nous rendre compte que l'obligation de divulgation de l'itinéraire n'a pas le même effet sur les individus, dépendamment de leurs convictions politiques. Et ensuite de ça, la question, ça serait de savoir, est-ce que dans une société libre et démocratique, on considère que c'est une limite raisonnable à la liberté d'expression? Je ne vais pas entrer ici pour des questions de temps dans l'analyse de savoir si c'est une limite raisonnable, mais ce que je voulais surtout démontrer ici, c'est que la protection de l'égalité politique, ça vise à assurer la participation politique. Et que l'angle de l'égalité réelle, ça nous permet de voir des nouvelles limites à l'égalité politique, en fait, de faire émerger, de rendre visibles de telles limites. Je crois qu'étant donné qu'il s'agit d'une protection de la participation de la participation politique, donc la participation à la communauté politique. En ce sens, les tribunaux ne devraient pas être aussi réticents à assurer, à garantir et à appliquer cette protection. Parce qu'il ne s'agit pas d'un droit qui peut être invoqué à l'encontre de la forme de l'État libéral. Hein. On n'est pas en train de parler d'un droit à la révolution ici. On n'est pas non plus en train de parler d'un droit qui permettrait aux individus de se soustraire à certaines lois sur la base de leurs convictions politiques. Hein. Il n'est pas question de dire que les gens ont le droit, par exemple, de ne pas payer d'impôts parce qu'une partie de leurs impôts va à des questions, va à des dépenses auxquelles ils s'opposent d'un point de vue politique. La protection vise plutôt de façon plus restreinte uniquement la participation à la vie politique, donc la possibilité d'expression de ces opinions politiques. Alors, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il n'y a plus de raison d'être aussi réticent à appliquer cette protection-là. Et que l'angle de l'égalité réelle, cependant, cet angle d'analyse-là permettrait au moins d'avoir une protection la plus large possible et la plus inclusive possible. Voilà, merci.